Soyez le bienvenu et à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Vous êtes là dans votre émission Au Crible. Ici, nous traitons l'actualité avec ceux qui font cette actualité. Sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Alain Bolondjoa. Il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Il est là. Monsieur Alain Bolondjoa, soyez le bienvenu. Merci. De l'autre côté, je suis avec Monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS. Il est là avec nous, Monsieur Norbert Yamba. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Et voilà, comme je vous ai annoncé au début de cette émission, qu'aujourd'hui nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est la formation du gouvernement, on en parle. Formation du gouvernement, la continuité ou la rupture, on en parle. Monsieur Alain Bolondjoa, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Et Monsieur Bolondjoa, il y a eu la déclaration de la SENCO, je ne sais pas si vous avez suivi, les CG Cholet a dit apparemment c'est comme si les choses ne changent pas, c'est comme s'il y a la continuité. Est-ce qu'on fait cette même lecture avec lui? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, c'est lui de saluer la présence de mon aîné Norbert Yamba. Moi, je crois que nous l'avons toujours dit, bien que certaines personnes considèrent que le changement veut dire l'alternance. Mais nous pensions plutôt que ce que nous devions rechercher, c'était plus une alternance avec alternative. Mais quand on parle alternative, c'est-à-dire on voit les changements dans la manière de gouverner, les changements dans la manière de concevoir les choses, les changements dans la manière de prendre des décisions, les changements dans la manière de considérer la population. Et en fin de compte, si on prend en compte toutes les variantes sociétales aujourd'hui, nous pouvons conclure qu'effectivement nous sommes dans la continuation, fort malheureusement, avec une nouvelle dynamique. Cette continuité se justifie par le simple fait que nous avons toujours la philosophie de Kabila qui continue. Auparavant, M. Kabila était le président de la République et c'est lui qui engageait l'État. Mais aujourd'hui, il garde les commandes de l'État sans pour autant avoir une responsabilité au niveau constitutionnel et c'est ce qui dérange. C'est vrai que le 30 décembre, la population est partie jeter son dévolu pour quelqu'un. C'est vrai aussi que M. Kabila a décidé sur qui devrait être président de la République, c'est-à-dire être signateur des ordonnances, mais lui, il garde son influence. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des tâtonnements, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons le président de la République prendre certaines ordonnances comme si il avait peur de quelqu'un. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la structure de prix, il n'y a pas d'évolution. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays va mal. Alors, moi je crois que si nous devons considérer la déclaration des évêques, eh bien les évêques n'ont fait que rappeler aux Congolais ce que nous vivons chaque jour. Voilà. Merci Monsieur Norbert. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. En regardant la démarche de la SENCO reste quand même nominée du côté de la population. Est-ce que partagez-vous cette lecture de la SENCO, que rien ne change, la corruption continue toujours? Merci beaucoup. Je voudrais de la même manière que mon frère Alain réciproquer ma salutation et heureux de les retrouver ici pour qu'on échange, sur des questions qui intéressent la nation. Je voudrais également saluer la SENCO qui n'a jamais cessé justement d'être surveillante, n'est-ce pas, de la dynamique de la gestion de notre pays. Elle n'adresse pas généralement, n'est-ce pas, son regard essentiellement à une personne. Ça fait depuis des années 50 que l'Église catholique s'est toujours battue pour que le pays fonctionne autrement. On l'a vu déjà dans les années 70 avec la publication d'un document important où on dénonçait le mal congolais. On a vu véritablement la tyrannie, j'allais dire, la volonté très volontariste de l'Église catholique au début des années 90 avec le déclenchement de la démocratisation, etc., jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, moi je dis, dans une société sans surveillance, c'est une société qui va aller à la dérive. Mais je voudrais tout simplement apaiser l'Église catholique, notamment la SECOM, pour dire que nous sommes tous préoccupés, surtout l'IDPS, qui s'est investi pendant plusieurs années, pas moins de 30 ans, pour que le pays fonctionne autrement. Ne peut pas se dérober de cette responsabilité. Mais, croyez-moi, le pays ne se gère pas simplement avec une seule institution, fut-il le président de la République. Il y a plusieurs institutions à différents niveaux d'atterrissage, surtout que la responsabilité de notre pays se fait à 3 niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance à l'échelle nationale, gouvernance à l'échelle provinciale et gouvernance à l'échelle locale. Et donc, les comportements qui ont été fondés par un système qui a construit un écosystème de politique, de pourriture intrinsèque, ne peut pas aller d'un coup, surtout pas dans 6 mois. Le président arrive, mais au-delà du président, il y a d'autres institutions. Malheureusement, dans le travail qui a été fait à la base, a permis naturellement que l'ancien régime, qui aujourd'hui est responsable de beaucoup de choses que nous dénonçons aujourd'hui, a mis en place un plan de récupération du pouvoir. C'est comme ça qu'on trouve un parlement de 80%. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, plus de 80%. Vous avez les provinces, plus de 90%. Si on est allé jusqu'au niveau, par exemple, local, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les secteurs ou chefferies, 100%, c'est un système qui a été mis en place. Donc vous donnez raison, M. Alain Bolodjo, de dire qu'il y a la continuité. Non, je suis en train de réfléchir. Évoluer. Je suis en train de réfléchir. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire en fait la puissance du savoir d'un intellectuel aujourd'hui, c'est pas de tirer des conclusions non concluantes. Il faut regarder le temps, il faut regarder l'arsenal institutionnel, il faut regarder les décisions. Le président arrive, aujourd'hui on n'a même pas un gouvernement. Pour donner un tonis, on n'a même pas un gouvernement. Mais qu'est-ce qui manque? Parce que le président, il peut décider quand il veut. Ah non, non, le président ne peut pas décider quand il veut. Le président décide conformément aux dispositions constitutionnelles et aux textes, aux lois et textes réglementaires de la République. C'est cela. On n'a pas chassé la dictature pour remettre en scène une autre dictature. Et donc le président est là. Il existe de règles, il existe des usages, il existe de pratiques pour lesquelles il est censé véritablement le respecter. Le gouvernement de la République doit être mis en place. Malgré le temps, il faut dire qu'il y a eu autant de tractations, ça c'est évident. Le gouvernement viendra. Déjà, nous avons un Premier ministre qui malheureusement sort du FCC, qui est censé aujourd'hui faire le tête. Donc le FCC vous bloque jusque-là. En vous entendre parler dans vos réflexions, je sens que c'est comme si vous n'avez pas la liberté d'aller. Écoutez, il faut qu'on arrête des rêveries romantiques. J'allais dire des incantations. Si dans l'hypothèse où aujourd'hui le FCC dispose de 80%, 90%, 100%, et même s'il y avait un Dieu, un Jésus qui sortait du ciel pour venir assumer des responsabilités, il le ferait comment? Si ce n'est que de construire véritablement de passerelles, de synergies, mais en tenant compte véritablement du feeling politique et de l'intelligence politique du président de la République. Je m'excuse beaucoup. Ici, je voudrais simplement dire que nous sommes dans un processus graduel, progressif et évolutif. Il n'y a pas de raison raisonnante de manière mathématique ou mécanique. Nous sommes dans des discussions politiques. Et donc, vous ne pouvez pas dire, parce qu'on a frappé la baguette magique, on a toutes les solutions. Mais encore qu'il faut entendre l'arsenal institutionnel. Un gouvernement de la République, il faut entendre les différents échelons représentés, il faut entendre les élections locales. Donc, on ne peut pas tirer une conclusion. Mais je salue le fait que lorsqu'on regarde, par exemple, l'attitude de la Cour constitutionnelle, lorsqu'on regarde certains comportements des uns et des autres, etc., les gens ont le droit aussi de se lamenter. Mais croyez-moi qu'on donne le minimum de temps au président de la République, il est au four et au moulin, le moment viendra où il va véritablement inoculer ça. Entendre M. Norbert Mbamba, le pays n'est pas en danger. Il faut respecter la Constitution, la loi existe, il faut aller mollo. Le chef de l'État ne peut pas agir totalement comme ça. Il faut attendre que les choses aillent de plus en plus mieux. Moi, je crois que si nous sommes réalistes, nous devons nous rendre compte que
M. Félix Tshisekedi a entre ses mains un pouvoir qui est impotent, qui est instable et qui peut amener le blocage à tout moment. Mais ce qui est vrai, nos amis de l'UDPS doivent comprendre que nous sommes dans un contexte bien précis, où on est limité dans l'espace, mais aussi dans le temps. La contrainte temps fera à ce que, en 2022, que nous puissions déjà nous préparer pour les élections de 2023. C'est que sous-entend que M. Félix Tshisekedi ne peut avoir que 3 ans et 6 mois. Parce que la dernière année sera une année électorale. Alors, si on doit attendre à ce qu'il y ait les élections locales, municipales, pour qu'il puisse avoir le moyen de sa politique, si on doit attendre à ce qu'il y ait le recadrage par rapport à la philosophie qui doit gouverner la République, s'il doit initier des réformes au niveau de la loi pour qu'il puisse avoir assez d'espace de manœuvre pour diriger, eh bien, ce mandat est voué à l'échec. Parce que c'est que nous devons reconnaître. Certaines personnes pensent que M. Félix Tshisekedi, même si on mettait M. Fayoul ou une autre personne... Il n'allait rien faire, parce que la majorité... Vous savez pourquoi... Vous savez pourquoi M. Kabila s'est senti fort dans sa démarche d'avoir une majorité parlementaire? C'est tout simplement parce que l'opposition était divisée. Ne pensez pas que M. Kabila, s'il y avait une pression au niveau de l'opposition, la Cour constitutionnelle allait continuer à valider ou invalider des gens. Vous pensez qu'il n'y avait pas de pression parce que Félix était dans l'opposition? Non, l'UDPS a mis une bonne pression. La personne qui a validé la démarche de M. Kabila, c'est bien M. Félix Tshisekedi. Parce que si M. Félix Tshisekedi n'avait pas cédé à la tentation, eh bien, M. Kabila... Vous parlez de quelle tentation? Non, la tentation des 30 décembre. La réconciliation, c'est normal. Qu'est-ce que vous entendez par réconciliation? Aujourd'hui, nous sentons que M. Kabila, M. Félix Tshisekedi sont dans un mariage des dupes. Personne ne fait confiance à personne. Aujourd'hui, nous sentons que M. Félix Tshisekedi n'a pas suffisamment la maîtrise de la chose publique. Aujourd'hui, nous sentons que le centre d'impulsion reste Kingakad. Vous savez, c'est ce que je disais. C'est tout simplement parce que M. Félix Tshisekedi a cautionné le plan stratégique de M. Kabila. Et voilà pourquoi l'ancienne majorité est majoritaire. Nous connaissons qu'il y a des gens qui avaient de machines dans leur maison. Nous savons qu'il y a des gens... Les allégations, vous n'avez pas de preuves. Non, là, attendez. Mon aîné était candidat. Il connaît les réalités sur le terrain. Il a vu comment les autres ont utilisé le moyen de l'État pour avoir de voix. Il a vu comment les autres ont battu campagne, même le jour du vote. Il a vu comment les gens ont monnayé leur voix. Et c'est sanctionnable par rapport à la loi. Mais vous savez pourquoi les autres n'ont pas eu le moyen de faire pression pour que ces gens-là soient invalidés? C'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de l'opposition qui a validé la démarche de M. Kabila. Alors, il y a un autre problème que l'on doit intégrer dans l'analyse. La population ne connaît pas tout ce qu'il y a comme formule politique, toutes les formules savantes que l'on voudrait nous proposer. La population a besoin de solutions. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 mois, pour ne pas dire 6 mois, qu'il est au pouvoir. Aucune indication en termes de performance, aucune indication en termes de l'amélioration des conditions de vie. Le centre du projet d'urgence. Non, mais ça, je suis désolé, ça c'est du n'importe quoi. On ne peut pas mettre en place un programme sans qu'il y ait une incidence sur le panier de la ménagère. Parce que la finalité de l'action gouvernementale, c'est quoi? C'est voir les changements au niveau de la population. Alors, la difficulté que nous avons, c'est qu'on peut avoir de bonnes initiatives, on peut avoir une bonne vision. Mais il y a des conditionnalités. La première conditionnalité, c'est d'abord avoir des gens qui partagent la même vision que vous. Sentez-vous vraiment aujourd'hui que l'UDPS accompagne M. Félix Tshisekedi dans sa vision? Pensez-vous vraiment que M. Tshisekedi fait une différence par rapport à sa gouvernance, dès lors que nous sentons que le trésor public en souffre suffisamment? Pensez-vous vraiment que M. Félix Tshisekedi est suffisamment crédible pour que nous fondions notre espoir sur une telle personne? Voilà, merci. Monsieur Norbert Yamba, vous êtes quand même de l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas un petit parti politique. L'espoir de Poudin se repose sur vous.
Est-ce que vous ne regrettez pas votre mariage avec le FCC? Parce que selon l'opposition, vous avez fait une alliance avec les gens qui ont fait saigner la caisse de l'État. Aujourd'hui, la répartition de postes, le FCC a 30 ministres, 12 vice-ministres. Apparemment, dans cette alliance, vous perdez les tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je pense que le pays est en train de traverser une zone de turbulence. Il faut moins d'émotions, il faut y mettre de l'intelligence émotionnelle pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que nous n'avons pas un autre pays si ce n'est que le Congo. J'attends véritablement cette critique qui revient souvent. Et quand j'écoute les acteurs internes, comme ceux qui, de la diaspora, l'étranger, etc., ils reviennent pour dire que bon, voilà, Félix a donné une béquille à Kabila, il n'a rien fait, d'ailleurs c'est lui le responsable de tout. C'est depuis une trentaine d'années que je suis acteur aussi dans le processus de ce combat pour la démocratie dans notre pays. Depuis que le maréchal est parti, il y a eu des opposants qui pour la plupart sans conviction, ils sont revenus, ils ont pactisé avec Kabila et on sait où est-ce qu'ils en sont. Il y en a ceux qui sont restés en Europe, qui continuent à faire des incantations, etc. Désignant le pouvoir Kabila comme un pouvoir d'occupation, etc., qu'on devrait tout faire pour le chasser. Et on a entendu que ce pouvoir soit chassé. Ça n'a jamais été le cas. On a entendu que ce pouvoir soit déboulonné. Ça n'a jamais été le cas. Et puis finalement, il est venu une nouvelle forme d'opposition qui s'appelle la Mouka, avec tout ce qu'on a assisté comme jeu qui remettait en question le destin de la République au travers d'une magouille, n'est-ce pas, orchestrée et organisée à Genève. Et voilà, nous avons des opposants qui pour la plupart sont des fortunés, des hommes d'argent, qui ont parfois aussi des hommes et des femmes qui sont derrière eux. Et on a entendu qu'ils puissent changer la situation. Ça n'a jamais changé. Et voilà, nous sommes allés aux élections. Cette opposition de Genève, qui aurait pu, avec les présomptions des capacités matérielles, de capacités financières, des capacités humaines, etc., qui n'a rien donné, a refusé d'aller avec les machines à voter, dont mon jeune frère Alain est en train d'exercer. Et donc, nous avons pensé, par rapport à notre expérience de combat, que nous devrions aller. Parce qu'en réalité, si on n'allait pas aux élections, à ce moment-là, on allait donner encore une chance au système Kabila de continuer. Et c'est comme ça que nous nous sommes engagés. Malgré mais le système est là, il va déboulonner, excusez, soyons intellectuels, ne soyons pas des instruits. Et donc, je vous dis que nous nous sommes engagés. C'est le propos du chef de l'État, je vous rappelle cela. Le fameux Lamouka a accepté. À partir de Genève, ils ont distillé de propos malveillants, dénués de tout fondement, que Félix Tshisekedi a reçu de l'argent, 3 millions de dollars, pour accepter d'aller aux élections. Lorsque ils ont changé pour aller aux élections, je me suis toujours posé la question, ils ont reçu combien? Et c'était tard, dans la soirée, qu'ils ont véritablement accepté d'aller aux élections. Ok, je ne vais pas revenir sur la portée de ce que représente le résultat. Parce que personne aujourd'hui n'est capable de nous donner véritablement le résultat. Parce que lorsqu'on regarde les différents résultats qui sont balancés sur la place publique, et lorsque j'analyse les taux de couverture géographique, je réalise que les résultats qui sont donnés, avec des fluctuations tantôt 11 000, tantôt 8 000, etc., tantôt 62%, tantôt 48%, on sait à qui entendre, qui a la vérité. Mais moi, comment ayant été sur le terrain, ayant participé aux élections, encore que je n'ai pas vu la Cinco, je n'ai pas vu véritablement de la Mouka là où j'étais, dans un espace de 104 000 km². Donc, je ne veux pas revenir sur ce débat-là. Le vrai débat, c'est de dire, aujourd'hui, et comme on dit, il n'a rien fait. Il n'y a pas de signaux. Mais non, je connais mon jeune frère. C'est parmi les jeunes frères qui évoluent et qui a une force sans la cité. Je crois que demain, il pourra être parmi les acteurs majeurs. Mais écoutez, il ne faut pas y mettre des émotions. Aujourd'hui, lorsque vous voulez, et d'ailleurs vous êtes économiste, lorsque vous voulez analyser la performance de quelqu'un, c'est quoi? Tu pars de son plan, tu pars de son planification, tu pars de son programme. Alors le président de la République arrive, il n'y a pas des institutions en place, il met en place un programme de 100 jours. Et dans ce programme de 100 jours, il dit, voilà, sur le plan politique, je vais libérer
n'est-ce pas, les prisonniers politiques. Je vais faire en sorte que les Congolais reviennent chez eux. Je vais faire en sorte que j'arrange certaines routes. Je vais faire en sorte que, n'est-ce pas, la paix soit là, les investisseurs viennent, etc. Selon les gens de Lamouka, c'est la poudre aux yeux, ça. Non, non, attention, C'est un attention. programme traité. Le débat est fondamentalement intellectuel. Dans cette prévision, Franck Diongo était en prison. Franck Diongo est libéré. On va dire que c'est Kabila qui est libéré. Dans cette vague de décision, Diomin Dongala est en prison. Diomin Dongala est libéré. Moïse Katoum n'avait pas de passeport, il a ce passeport, il est revenu dans son pays. Jean-Pierre Bemba, indépendamment de ses prévisions. Non, indépendamment de ses prévisions, il est revenu. Fayoulou est en train véritablement de circuler à travers le pays, distiller même des propos qui ne correspondent pas véritablement à ses valeurs intrinsèques contre le président de la République. Donc il n'y a pas la Excusez, l'hôtel Faden House qui a été fermé 2 ans durant est réouvert. C'est qui? C'est Kabila qui a fait ça? Non, mes chers amis. Et puis, lorsqu'on regarde la vague de partenaires extérieurs qui viennent dans notre pays, lorsqu'on regarde le feeling politique, l'intelligence politique, en réunissant les gouverneurs, à leur donner une vision, à leur donner une boussole, vous dites que non, c'est rien? Il fallait entendre la Mouka pour faire ça? Qui de la Mouka nous donne une vision en dehors de la danse et de la chanson? Dis-moi, quel est véritablement? J'ai suivi les prestations de Moïse Katumbi, j'ai suivi les prestations de Jean-Pierre Bemba et de Fayoulou. Où se trouve la formule alternative dont parle Alain? En déant 2035, en déant 2050. En 2035, on sera 165 millions. 2050, on sera 220 millions. Quelle est l'alternative? En dehors des injures, en dehors des propos malveillants, en dehors des critiques inutiles. Voilà, on a parlé de routes. On dit non, c'est de la farce. Mais on est en train de reparler de routes. Un peu presque partout. Allez voir à Lemba, l'école Mokingeli, etc. Allez au Kantachi, etc. Non, écoutez, si moi ça ne correspond pas au timing donné au président de la République, la performance du président de la République sera appréciée en fonction de son programme établi dans les 6 mois, dans les 5 ans. Encore qu'on attend le gouvernement, et c'est sur base de ce gouvernement qu'on va élaborer des politiques qui vont faire après cette démonstration, il n'y a pas non plus de réalisation que le chef de l'État a réalisé dans 6 mois, selon M. Norbert Yambayam. Apparemment, vous, l'opposition, les Lamouka, vous n'étiez pas préparés. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes même vos députés, ils sont invalidés à la Cour constitutionnelle parce que vous vous toujours dans une préparation, vous ne voulez pas aider les pays, aider les Lamouka. Bon, je n'ai jamais adhéré dans un parti de Lamouka. Encore moins. Vous êtes de l'opposition. Je suis de l'opposition. La Mouka, c'est un ensemble de résistants. Moi, je suis dans l'opposition. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a en face de moi quelqu'un qui est spécialiste en matière de questions de développement. Il m'a beaucoup inspiré dans tout ce que je faisais. Mais il a quand même soulevé quelque chose de très important. La programmation, la planification. C'est notre domaine de formation. Mais quand on dit que non, c'est une réussite, il faut contextualiser dans les temps. M. Félix Tshisekedi n'a pas proposé, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas proposé un programme de 5 ans. Mais pourtant, il a eu à nous présenter un programme de 100 jours. Alors, lorsque vous évaluez ces programmes de 100 jours, il faut tenir compte de ce qui a été prévu et de voir ce qui a été réalisé dans le temps. On ne doit pas nous dire que non, voilà, le programme des 100 jours veut dire le programme de gouvernance. Et d'ailleurs, qui est en train d'exécuter ou de veiller sur la mise en œuvre de ces 10 programmes? Mon aîné Norbert Yambamba me dit qu'il n'avait pas de gouvernement. Non, il y a un gouvernement. Voilà pourquoi il y a eu des ordonnances qui ont été, entre guillemets, contresignées par un Premier ministre. Il y a effectivement un gouvernement. Parce que dans la planification, il y a les objectifs, il y a les actions, il y a les résultats attendus, il y a la localisation de là où on doit exécuter le programme, il y a le chronogramme, il y a le coût, il y a les responsables. Dans notre législation, dans notre constitution, l'organe habilité pour concevoir, élaborer et exécuter un programme, c'est le gouvernement. Mais vous savez pourquoi nous avons eu à critiquer Kabila?
Kabila a eu à faire des routes. Kabila a eu à construire des hôpitaux. Kabila a eu à créer d'autres conditions pour qu'effectivement qu'il y ait des investisseurs. Mais qu'est-ce qui a fait que Kabila échoue ou n'atteigne pas les objectifs? C'est tout simplement parce qu'il est sorti en dehors des lois. Et lorsque vous avez quelqu'un qui prétend qui prétend amener le changement, mais qui gère le pays comme si c'était leur parti. Lorsque vous voyez un directeur de cabinet, effectivement, c'est ce que nous appelons mauvaise gouvernance. Lorsqu'il sort du cadre institutionnel et il pose des actes en tant que président, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas sortis de cette impasse que les autres veulent nous imposer. Nous voulons effectivement qu'il y ait le changement. Mais le changement veut dire, de mon point de vue, corriger ce qui a été mal fait. Et c'est que nous avons toujours reproché aux dirigeants le non-respect de lois et de normes. Et vous pensez qu'aujourd'hui... Est-ce que Félix a violé la loi? Non, mais effectivement, il a violé... En tout cas, l'état des droits. Non, mais l'état des droits veut dire respecter la division du travail. Lorsqu'on dit la compétence et l'attribution, ce qui veut dire que le président de la République a un pouvoir limité. Mais lorsque vous entrez dans la gouvernance au quotidien, lorsque vous posez des actes qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement, ne me dites pas que c'est ça l'état de droit. Alors, quand je parlais des indicateurs, l'indicateur par excellence, c'est la condition de vie de la population. Il ne suffit pas de mettre de saute-mouton. Je prends un cas. Au niveau des Banoumou, au niveau comment on appelle, sur le boulevard Lumumba, au niveau comment on appelle, juste après le siège du Palou, on avait prévu construire ce qu'eux appellent saute-mouton. Mais qu'est-ce qui a fait que l'on change le programme, que cela ne s'exécute pas? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de planification. Ou sinon, on n'a pas bien mené les études de préfaisabilité et de faisabilité. Ce qui veut dire quoi, de mon point de vue? Aujourd'hui, nous assistons à une gouvernance du tâtonnement. Il n'y a pas... Amateurisme, c'est effectivement, il y a trop de faiblesses même dans la conception. Il y a des faiblesses même dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sortons du cadre constitutionnel pour que nous soyons gérés non pas par un parti politique comme certains le disent, mais par la présidence de la République. Et pourtant, nous disons ici la compétence et l'attribution. Moi, je crois que nous avons effectivement une certaine volonté par le fait qu'on a fait sortir les prisonniers politiques. Mais avant que ces prisonniers politiques soient en prison, quels étaient les problèmes réels de la population? Parce que jusque-là, il n'a pas encore touché. Mais l'injustice! L'injustice, c'est l'injustice d'opinion était je vous dis, liberté dans la démocratie. Non, mais la liberté a toujours existé. Et la liberté a toujours été un combat. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous sommes si libres que ça. Merci, je voudrais conclure par ceci. Il y a l'injustice. Lorsque vous trouvez la présidente de la première dame de la République prendre l'argent de la République et aller supporter ou prendre en charge des enfants rwandais, ne me dites pas que c'est ça les changements que nous sommes bâtis. Avoir le bon cœur, Non, il n'a pas ce droit-là. Nous sommes un pays pauvre. Nous avons suffisamment des orphelins. Mais elle préfère aller prendre en charge des Rwandais. Merci. Monsieur Norbert Yamba, nous parlons aussi d'un état des droits. L'arrivée de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, il a tenu un discours. Il dit nous devons crédibiliser les institutions. Ce qui veut dire que Félix doit respecter les institutions. La Cour constitutionnelle doit faire réellement son travail. Est-ce que voyez-vous que les institutions d'aujourd'hui souffrent de l'incrédibilité? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais apaiser Ale Bouloudjoa, d'abord pour sa dernière intervention. Vous parlez de Madame la Présidente, la Première Dame, etc. Madame Denise. Il faut éviter de tirer des conclusions non concluantes. Vous n'avez pas investi pour savoir combien d'argent était soutiré par cette dame et de quelle manière il a soutiré cette dame. Non, elle n'a pas ses droits. Je m'excuse beaucoup. Okay. Tout un chacun. Lisez les lois et les textes réglementaires. La création d'une association, fut-elle la fondation, relève véritablement de la liberté individuelle et collective. Donc, elle peut créer une fondation. Et la preuve, parce que peut-être que vous n'avez pas été informé, sa sortie officielle, c'est au hôtel Congo Fleuve,
Et il y a eu des contributions. Il y a eu des contributions. Et ces contributions ont constitué un capital de départ. Donc, cette formation... Je ne maîtrise pas cette information. Bien entendu. Okay. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, écoutez, l'humanitaire, ça ne dépend pas des enfants. Combien de sorties officielles aujourd'hui dans la ville de Kinshasa et même ailleurs, cette dame travaille? Combien de sorties pour aider les Congolais? On veut aller dans un discours discriminatoire, des xénophobie, des pogroms, un peu à la zaïroise, des conclusions moins rassurantes. Elle est allée au Rwanda. Écoutez, il faut arrêter des conneries, des incantations. On ne peut pas devenir véritablement des pseudo-chercheurs politisés. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui véritablement ne peuvent pas remplacer les irrégularités par les irrégularités. On a besoin des hommes objectifs pour aller de l'avant. On ne va pas... Écoutez, ça c'est un discours populiste. Que de dire qu'elle est allée chercher les orphelins au Rwanda, il y en a des au Congo. Mais écoutez, arrêtez. L'humanitaire, combien d'organisations? Mais ici quand même nous avons des cas plus sérieux. Non, mais c'est des incantations ça. C'est un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Je ne voudrais vraiment parler dans ces ragots de quartier. Mais je voudrais simplement dire, parce que Alain sait très bien qu'il connaît Kabila et qu'il a monté des chantiers, etc. Il les connaît bien parce qu'effectivement, il a été proche de Kabila, même si aujourd'hui, il se retrouve à l'opposition. Okay. Quand cela ne tient, Kabila n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi a un devoir de moralité, un devoir de redevabilité vis-à-vis du combat qu'il a mené pendant autant d'années, vis-à-vis de la mémoire de son père. Donc, il est tout à fait normal de comprendre que Tshisekedi n'est pas Kabila. Troisième chose, Alain a bien fait une analyse lorsqu'il dit, écoutez, la responsabilité gouvernementale, la responsabilité d'un programme relève du gouvernement. Et il m'a même reproché pour dire que M. Yamba, et le gouvernement existe, mais vous avez pris les responsabilités. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut analyser la performance, l'efficacité, l'efficience, n'est-ce pas d'un gouvernement, c'est justement lorsque ce gouvernement présente un programme. Il n'y a pas encore un programme gouvernemental au niveau du mandat du président de la République. Le mandat, c'est 5 ans. Il a dit non, c'est un programme de 5 ans. Non, le président de la République avait déjà présenté. Le pays est en train de sombrer. Non, mais écoute, mais c'est pourquoi on a pris une solution correspondante de pouvoir prendre les 100 jours et articuler un certain nombre de réalités. C'est ce que M. Alain est en train de dire, les tâtonnements. Mais le tâtonnement, comment? C'est Alain qui dit que dans ce programme de 100 jours, il y a eu des problèmes à résoudre, il y a eu un chronogramme, il y a eu un montant, il y a eu des personnes qui ont été responsables, les institutions qui ont été responsabilisées pour travailler. Et c'est ça, justement, vous dites que c'est le tâtonnement, cette programmation, cette approche programmatique, qui relève véritablement d'une répartition de rôles, avec un timing bien déterminé, avec des montants, où on a même mis en place à la présidente de la République une matrice pour corriger, pour évaluer, qui a réussi telle ou telle mission, FPI, ok. Après combien de temps il va réaliser telle chose, ok. Quel est le montant? Et aujourd'hui, il y a une équipe d'évaluation. Et j'ai perdu de parler de la crédibilité des institutions, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, nos institutions sont-elles crédibles? Les institutions ont fonctionné dans un système que vous connaissez, qui est un système de pourriture intrinsèque. Raison pour laquelle, à partir des États-Unis, le président de la République aurait souhaité que ce système soit déboulonné. Et donc, la purification d'un système ne se fait pas de manière mathématique, ni mécanique. Il faut y aller de manière graduelle, progressive et évolutive. Et c'est comme ça que le président de la République est en train de faire des campagnes de séduction pour montrer à notre peuple que voilà où nous allons. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que vous avez vu la Cour constitutionnelle, parce que quand Jean-Pierre Païmbema parle, c'est vrai que moi je ne suis pas d'accord, y compris le président de la République n'est pas d'accord avec les invalidations en cascade. Et on a invité, n'est-ce pas, le président donc de la Cour constitutionnelle. C'est une violation. Bien entendu, attention, okay. Nous sommes dans une situation de pourriture et nous sommes dans un processus de purification. Et donc, il faut avoir la méthode, il faut avoir le tactique. Et c'est comme ça que le président a appelé le président de la Cour. Aujourd'hui, il y a un travail, il y a une chambre spéciale. C'est comme ça qu'on change les habitudes, c'est comme ça qu'on change les attitudes, c'est comme ça qu'on change les comportements, c'est comme ça qu'on change un état d'esprit.
à la fois en mettant en place, n'est-ce pas, des garde-fous, et mettant en place la campagne de sensibilisation et de déprogrammation mentale. Et c'est ça justement le feeling de l'intelligence politique du président. Il est en train d'y travailler. Mais vous ne pouvez pas apprécier la performance d'un président de la République en 6 mois. Merci. Monsieur Alain Bolodjoa, nous chutons vraiment avec cette dernière thématique. Voilà, monsieur Norbert vient de parler, mais vous, l'opposition, vous devez quand même aider aussi les chefs de l'État. Récemment, il a organisé une prière au stade de Martyrs, dédié les pays. Il a parlé de la malédiction, il a parlé de la corruption. Il faut aussi voir certaines choses d'une volée, disons, d'un volet spirituel aussi. Bon, je ne sais pas comment on va réconcilier l'existence de l'État et cette façon de voir les choses. C'est vrai que nous sommes dans un... C'est vrai que je suis chrétien. C'est vrai que je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes dans un contexte de la laïcité. Vous voyez, bien que je salue dans une certaine mesure ce qui a été fait, bien que j'ai considéré que c'était trop politisé, avec trop de faiblesses, même en termes de programmation, bien que j'ai salué l'initiative, mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même de couacs. Nous sommes un État laïque. Au-delà de ça, il y a plusieurs croyances. Lorsque vous convoquez une telle activité dans l'idée de confesser votre foi, tenez compte des autres sensibilités. Tenez compte des autres sensibilités. Je ne peux pas m'attarder sur cette question. Mais je voudrais quand même parler de la crédibilité des institutions. Nous avons à la tête du pays quelqu'un qui prétend lutter pour les changements. Mais il y a pas longtemps, M. Félix Tshisekedi, la même personne qui a perçu l'argent de la République sans prestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était député élu, il n'a pas siégé, mais il a perçu l'argent de la République sans travailler. Vous avez des preuves? Effectivement, nous en avons. Nous en avons. Il a eu à percevoir l'argent sans pour autant prester. Deuxièmement, la première institution qui a fustigé à la corruption, c'est la présidence de la République. Au niveau de la députation, pendant les élections sénatoriales. Les personnes qui ont été mises en évidence, ce sont les membres de son parti, l'UDPS, le premier à être corrompu pendant cette législature. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui s'enrichissent de manière insolente, sans travailler, tout simplement parce qu'ils sont soit de la famille biologique, soit de la famille politique, ou soit des amis. Aujourd'hui, nous... Vous avez soutenu Kabila à l'époque de Kabila. Attendez, mais Kabila est avec qui? Kabila est en mariage avec qui? Donc c'est la contume. Si vous considérez que moi j'ai une part de responsabilité pour avoir travaillé avec Kabila, considérez aussi M. Félix Tshisekedi a une part de responsabilité pour avoir cautionné la alliés de l'alternance. Non, attention, ils ne sont pas en cohabitation, ils sont en coalition. Coalition veut dire on accepte les passifs, on accepte les actifs. C'est ça la particularité de la coalition. Voilà. C'est qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous des jouisseurs, des gens qui veulent s'enrichir. Comment voulez-vous? Il y a des priorités au niveau de la République. On prend le compte du Trésor comme sa poche, on dégage l'argent pour satisfaire ses appétits glutons, et au même moment, on dit à la population d'attendre. Au moment où on a décaissé plus de 5 millions de dollars pour enterrer M. Etienne Tshisekedi, il y a des militaires qui sont dans des morgues, qui ne sont pas enterrés. Et pourtant, ils sont émargés dans le budget de l'État. Au moment où il y a besoin de recadrer leur programme, eh ben, on achète des véhicules pour les membres de cabinet. Et vous pensez dans ces conditions-là, avec cette... Non, attention, il y a des priorités. Toute nécessité n'est pas nécessairement une priorité. Comment voulez-vous des gens qui viennent pour s'enrichir, qui viennent pour préparer leur lendemain après 2022, que nous puissions placer notre confiance sur eux? Et puis deuxièmement, si nous entrons dans le cadre institutionnel, parce qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi profite de cette absence d'un gouvernement mis en place par son régime, ces régimes impotents, il profite pour faire jouer pratiquement le rôle et du Premier ministre et des membres du gouvernement. À supposer qu'aujourd'hui, si l'on mettait en place un gouvernement et que ce gouvernement commençait son travail, eh bien la présidence de la République sera vidée de ses pouvoirs-là. C'est en ces moments-là qu'on va sentir les messages. Merci, monsieur Norbert Yamba, je suis avec vous. Entendre monsieur Alain Boulou
Abidjan sans un désordre organisé par Félix Tshisekedi, parce qu'autour de lui, on ne voit pas de l'ordre selon ce que M. Oléboulijou est en train de mettre quand même. Un mot par rapport à la prière de la nation, la dédicace. Est-ce que c'est important de le faire, vu que nous sommes dans un pays laïque? Merci beaucoup. Mais elle est allée un peu trop dans des conclusions, parfois non concluantes. Il dit l'IDPS est corrompu. Ah non. Même quand tu as un enfant, il est corrompu, c'est pas... Mais Jean-Marc Kabou l'avait dit. Augustin Kabou est également. Mais faut pas oublier. L'IDPS n'a pas été corrompu parce que je suis de l'IDPS. Non, vous faites l'exception. Il faut jouer sur la loi de la majorité statistique. Écoutez, la conclusion qu'il faut tirer, c'est que combien de personnes corrompues, combien de personnes de l'IDPS? À ce moment-là, vous dégagez les écarts et vous tirez une conclusion. Mais lorsque il y a une minorité, et la majorité n'a pas été corrompue, et vous tirez une conclusion. Non, mais ce sont des cadres. C'est une malhonnêteté. Ce sont des cadres. Okay. Voilà. Ça, c'est pression des cadres. Deuxième chose, on nous reproche de faire l'alliance contre nature. Mais écoutez, les gens de la Mouka, Jean-Pierre Bemba était vice-président, il a travaillé avec Kabila. Moïse Katumbi, il a travaillé avec Kabila. Mozito, il a travaillé avec Kabila. Tout le monde a travaillé avec Kabila. Nous sommes dans la continuité. L'exception, tous ont été des subalternes de Kabila. L'exception, c'est toujours l'IDPS qui a refusé plusieurs fois les demandes, parfois cavalières, pour travailler. Aujourd'hui, arrêtez des conneries. Le poids, le semol, la restitution de l'IDPS aux citoyens, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Ce n'est pas Tchilabala qui a été Premier ministre. Ce n'est pas Sami qui a été Premier ministre. Même si l'UDPS, on voit, même quand on prend quelqu'un, il faut le hisser plus loin. Mais aujourd'hui, c'est nous qui dirigeons la République. C'est vrai qu'il y a des douleurs d'enfantement. Nous sommes conscients de cela. Mais nous avons une intelligence politique. Nous sommes en train de travailler. Et donc, je voudrais simplement demander à Alain, il est vraiment d'une grande intelligence. Et ça, je ne le flatte pas. Mais il faut éviter des déclarations de rue. Pourquoi? Parce que quand vous dites, tel a été, il a pris l'argent de députation. Au moment où nous sommes en train de faire une analyse sur un autre panneau, le panneau d'un président de la République, au regard de ses actes, au regard de ses performances, au regard de ses également. Oui, et donc, nous ne pouvons pas mettre dans la prestation, en termes d'évaluation de la performance du président par rapport à son passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà la pertinence de la réflexion. Je voudrais également... Je voudrais également... 5 secondes. Il a parlé... vous avez parlé de la prière. 5 secondes. Oui, la prière. Vous savez, moi, je suis panafricaniste. Je ne suis pas un africaniste. Je ne suis pas un homme qui aime la copie certifiée conforme. La France, c'est un pays laïque. Mais vous avez vu quand l'Église catholique a connu de l'incendie. C'est tout le monde qui s'est mobilisé. Il y a des symboles. Dans notre âme, dans notre spiritualité, nous croyons à une énergie débordante. Nous croyons à une intelligence universelle infinie, c'est Dieu. Et nous avons toujours pensé que les malédictions nous suivent. Que nos paroles, nos paroles négatives vont toujours influencer. Et il faut demander. Il faut demander. Et quand on fait ça, on dit non. On dit non. C'était votre mot de la fin, monsieur Lambert. C'est la laïcité. Monsieur Lambert, 30 secondes, votre mot de la fin, les 30 juin, vous avez encore votre marche là? Bon, moi je ne suis pas dans l'organisation. Comme vous le savez, je ne suis pas membre de la MOCA, mais si je serais invité, en tout cas, j'y serais. Mais ce qui est important de retenir, nous ne mettons pas en cause l'initiative, mais nous devons rappeler à M. Félix Tshisekedi d'intégrer la nécessité de la diversité en termes de croyances, en termes de religion. Parce que moi, personnellement, je considère que c'était une bonne initiative, mais fort malheureusement, ça n'a pas été bien fignolé dans la conception. Parce que de l'autre côté, il y a des musulmans qui croient aussi. Les musulmans étaient là. Non, ils étaient invités. Ils étaient là. Ils étaient invités. Les Kimbangis étaient là. Les Kimbangis étaient là. Il y avait d'autres religions, mais qui se sont sentis lésés, tout simplement parce qu'il y a toujours un problème de conception au niveau de la présidence. Merci. Je rappelle sur ces plateaux. C'est ça la faiblesse. J'appelle sur ces plateaux, j'étais avec M. Alain Boulodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. De l'autre côté, j'étais avec M. Norbert Yamba, cadre influent de l'UDPS. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation.
Il y a eu plusieurs points. On n'a pas pu parler de la formation du gouvernement de la ville-province de Kinshasa. C'est aussi un point. Mais restez fidèles à nos programmes. Un grand merci à notre AG Papa Likundi, à Brana Dika, Sarsot Kavasala, Papa Fikan Kalinda et tous les autres. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.